Mec, il faut que tu arrêtes d'être comme un lapin pris au piège dans les phares d'une voiture qui est en train de lui foncer dessus. Il faut que tu comprennes que le marché du travail, il n'a pas de morale. Il ne te respecte pas a priori, il ne te doit rien, il va t'utiliser et quand il aura plus besoin de toi, il va te jeter. Alors c'est vrai que dans la plupart des entreprises, et moi j'ai été cadre en France et à l'étranger pendant presque une vingtaine d'années, et c'est vrai qu'on te parle beaucoup de loyauté. Et c'est vrai que moi, je parlais beaucoup aussi de loyauté à mes employés. Mais la réalité, c'est une réalité qui est économique, c'est une réalité qui est politique. Et la seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que je peux être remplacé facilement? Il y a certains salariés qui sont plus ou moins remplaçables, et c'est ceux-là qui sont en grand danger. Et peu importe si ton boss t'apprécie, peu importe si tu te sens bien dans ton entreprise, peu importe si tu es épanoui ou heureux dans ton travail, la réalité c'est que à un moment donné, si tu coûtes plus que tu n'en rapportes, une entreprise dans un système capitaliste, elle finira par se débarrasser de toi. Et ton boss n'aura pas le choix. Il sera obligé d'obéir aux ordres de son propre boss, qui lui-même obéira aux ordres de son propre boss, et ainsi de suite. Donc, première chose à comprendre, c'est que ton entreprise n'est pas ton ami. Et quand je dis ça, c'est pas une attaque, c'est pas un discours anticapitaliste, c'est simplement une réalité tout à fait objective. Et cette remplaçabilité, cette obsolescence, entre guillemets, eh bien, elle ne va faire que s'accélérer avec l'entrée dans le jeu de l'intelligence artificielle. Alors si comme moi tu es français, tu te dis peut-être que au moins l'État va venir à ton secours. Laisse-moi te dire une chose. L'État a organisé une inégalité dans le rapport de force. Si toi tu veux quitter ton boulot, tu ne peux pas quitter ton boulot. Parce que si tu démissionnes, tu n'as plus le droit aux allocations chômage. Donc tu ne peux pas te reconvertir. Par contre, si l'entreprise, à un moment donné, estime que tu lui coûtes plus cher que tu ne rapportes, elle va juste te donner un préavis, elle va te laisser un préavis d'un mois ou de 2 mois, et elle va te licencier. Et quand ton entreprise finira par te lâcher, eh bien l'État ne sera pas en dessous avec un filet de sécurité. C'était peut-être le cas à une époque, à l'époque de l'État-providence, mais aujourd'hui, dans la plupart des pays, c'est plus du tout le cas. À la rigueur, tu vas avoir 6 mois pour te retourner, 8 mois pour te retourner, et puis après, il faudra que tu débrouilles, il faudra que tu acceptes n'importe quel poste. Alors aujourd'hui, par exemple, en France, les médias pointent du doigt un grand nombre de problèmes. Ils pointent du doigt un pseudo-refus d'intégration, alors qu'en réalité, depuis les années 50, c'est la France qui a organisé une fracture. Si tu connais un petit peu l'histoire de France, tu sauras que dans les années 60-70, c'est-à-dire juste après la décolonisation, France a construit des bars, des tours dans les banlieues. L'objectif, c'était de regrouper les populations les plus pauvres, et c'était surtout de les éloigner des centres-villes. Qui a donné naissance aux banlieues parisiennes, lyonnaises, nantaises? C'est bien la France. Et qui continue d'organiser cette ghettoisation? C'est encore la France. Qui, par exemple, a créé le système de la carte scolaire? Le système de la carte scolaire, il est super. Ça veut dire que les banlieusards resteront entre eux. Ils ne peuvent pas aller en centre-ville parce qu'ils doivent aller automatiquement dans le lycée de leur quartier. Et qu'est-ce qui se passe quand tu mets toujours les mêmes populations qui viennent d'arriver, issues de immigration qui a été organisée, qui est orchestrée, parce que l'immigration permet de maintenir les salaires les plus bas et donc d'avoir une main-d'œuvre docile à bas prix et permet en quelque sorte une délocalisation sans avoir à délocaliser. Qui a voulu ça? Ceux qui ont voulu ça, ce sont les grands patrons d'entreprises, ce sont les patrons du MEDEF qui ont organisé pendant des décennies cette immigration. Et ce sont bien nos dirigeants politiques qui, depuis les années 70, ont fait en sorte que ces populations ne soient pas intégrées à la nation française. Et aujourd'hui, eh bien, les banlieues françaises, c'est un cocktail de chômage, d'écoles au rabais et donc d'échecs scolaires, de discrimination et de services publics qui se rapprochent plus de ceux qu'on trouverait dans le tiers-monde. Et puisque nous sommes la moyenne des 5% des gens qui nous entourent, vous comprenez que si vous êtes entouré de personnes qui ont des petits boulots, ou de personnes qui sont au chômage, ou de personnes qui ne savent pas parler français, ou de personnes qui galèrent financièrement, ça va être difficile pour vous de vous en sortir. Quelle est la logique de cette politique? Cette politique, c'est tout simplement une politique issue de la France coloniale. Si tu as étudié l'histoire française, tu saurais qu'à l'époque des colonies, il y avait les quartiers européens, par exemple à Alger, et puis il y avait les quartiers périphériques où étaient entassés les indigènes. Et puis les quartiers européens avaient les meilleurs hôpitaux, les meilleures écoles, les meilleures administrations, alors que les quartiers indigènes n'avaient quasiment pas d'école. D'ailleurs, le taux de scolarisation des indigènes était plutôt proche de 10%, alors que celui du reste de la population était de 99%. Le taux de mortalité infantile dans les hôpitaux réservés aux indigènes était 10 fois plus élevé que les taux de mortalité infantile dans les hôpitaux situés dans les quartiers européens. Et évidemment, le niveau de richesse était incomparable entre les quartiers européens et les quartiers périphériques. Les quartiers européens avaient de belles rues, avaient de beaux boulevards, avaient des bâtiments inspirés de l'architecture haussmannienne, alors que les quartiers indigènes se rapprochaient plus de bidonvilles, sans trottoir, sans eau courante, sans électricité, et avec des populations laissées en réalité à l'abandon. Eh bien,
La France, dans les années 60-70, a exactement copié ce système et l'a importé en France. Et aujourd'hui, ce qu'on oublie de dire quand on pointe du doigt les problèmes de délinquance, les problèmes de trafic de drogue, on oublie de dire que c'est parce que la France, pendant 50 ans, a complètement délaissé les populations de ces quartiers. Parce que, en réalité, ces populations étaient considérées comme des populations indigènes. Malgré le fait que vous ayez un passeport français, vous étiez un indigène. Et aujourd'hui, en France, même si la France a fait de sa priorité la parité homme-femme dans les entreprises, aujourd'hui, en France, les discriminations à l'embauche vis-à-vis des jeunes, même lorsqu'ils ont un bac+5, même lorsqu'ils ont un doctorat, mais qui ont le malheur d'avoir un nom d'origine africaine. Est-ce que depuis 60 ans, la situation a changé? La situation n'a pas changé. Non, oui, il y a davantage de populations qui viennent de banlieue qui ont réussi à faire de grandes études, il y a davantage de médecins, il y a davantage d'ingénieurs, il y a davantage de chefs de projet, il y a davantage de cadres, il y a davantage de chefs d'entreprise, mais ce n'est pas dû à la France, c'est dû au combat qu'ils ont mené à la sueur de leur front. Alors aujourd'hui, les médias comme CNews ou BFM ou nos dirigeants politiques ont beau jeu de parler des banlieues comme si les jeunes des banlieues ou comme si les populations des banlieues étaient responsables du trafic de drogue, alors que c'est l'État qui a laissé ces territoires se gangréner. L'État a beau jeu de pointer du doigt la communauté musulmane en empêchant la construction de mosquées, l'ouverture d'écoles, la création d'associations. La réalité, c'est que tout ce qui se passe actuellement en termes de délinquance, ce qui se passe actuellement dans les banlieues, c'est la responsabilité de l'État et qui a laissé proliférer dans les périphéries des grandes villes des bidonvilles, des tentes, des camps, tout comme elle l'a toujours fait depuis 60 ans. Et aujourd'hui, ces mêmes politiciens cherchent un bouc émissaire pour détourner l'attention de la population et pour faire croire que les responsables, ce sont les musulmans ou ce sont les Français d'origine immigrée, alors que les Français d'origine immigrée sont les premières victimes de ce système. Donc de quelle communautarisation on nous parle? Qui a organisé cette communautarisation? Qui refuse cette intégration? La réalité, c'est que tu ne peux rien attendre ni des entreprises et tu ne peux rien attendre de ton propre État. Parce que ton propre État, bien souvent, te considère comme un indigène. Sauf que, et c'est là que cet État manque totalement de vision stratégique, aujourd'hui, le rapport de force est en train de changer. Aujourd'hui, il y a des entreprises, il y a des États qui t'accueillent à bras ouverts. Il y a des entreprises et des États qui manquent de médecins. Il y a des entreprises et des États qui manquent d'infirmières. Il y a des entreprises et des États qui manquent d'enseignants. Il y a des entreprises et des États qui manquent d'ingénieurs, qui manquent de chercheurs, qui manquent de cadres. Est-ce que tu te prends la tête à essayer de t'intégrer dans un pays qui ne veut pas de toi? Sur cette chaîne, et si tu me connais, on explique que le Golfe est une énorme opportunité. Pas seulement pour les Français de confession musulmane, pour tous les Français qui cherchent à augmenter leur salaire. Parce qu'il faut que tu saches que quand on te paye 2500 €, en vérité, ton patron te paye probablement 4000 €. Le reste, ça va directement dans les poches de l'État. Ce qui fait que dans les pays du Golfe, comme il n'y a pas de charge patronale et comme il n'y a pas de charge salariale et comme il n'y a pas d'impôt sur les revenus, ton salaire est en général le double de celui que tu touches en France, voire le triple. Avec une fiscalité qui est hyper avantageuse, on ne va pas te prendre 60% de ce que tu gagnes, avec une sécurité élevée, dans des pays qui sont, je le rappelle, arabo-musulmans, et ces pays sont parmi les plus sûrs du monde. Ajoute à ça des infrastructures modernes. Sache que moi, ma fille, la dernière, est née dans un hôpital en Arabie Saoudite et je peux te dire que la qualité de service était meilleure que celle que nous avons expérimentée pour nos 3 autres enfants qui sont nés en France. Le tout dans un climat apaisé, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois hindouiste, que tu sois bouddhiste, on n'en a rien à faire. Tu as des diplômes, tu as des compétences, tu fais ton travail, tu seras bien payé et personne ne questionnera ta tenue vestimentaire, ta barbe, la longueur de ta robe ou un foulard sur tes cheveux ou pas. Parce que, il faut le rappeler, en Arabie Saoudite, les femmes ont le droit de porter le voile ou ont le droit de ne pas le porter. Contrairement, encore une fois, à une idée reçue. Et les femmes qui ne portent pas le voile ne subissent aucune discrimination à l'embauche. Maintenant, il n'y a pas de miracle, tout ça, ça tombe pas du ciel. Tu as besoin d'un bon CV, tu as besoin d'une véritable stratégie, tu as besoin de savoir utiliser LinkedIn, tu as besoin de te préparer à des entretiens qui seront en anglais, tu as besoin de connaître le marché du travail, tu as besoin de connaître la législation du travail, tu as besoin de savoir négocier ton contrat. Mais si tu y arrives, si tu décroches ton premier poste, sache que j'ai mis 1 an avant de décrocher mon premier poste à Dubaï, mais ensuite il ne m'a fallu que quelques mois pour décrocher mon second poste en Arabie Saoudite, et ensuite quand je suis parti au Qatar, j'ai pas eu besoin de postuler. Quand tu commences à avoir des expériences internationales, quand tu commences à savoir manager des gens qui viennent de Philippines, d'Inde, du Bangladesh, de France, du Maroc ou d'Italie, eh bien tu commences à avoir une expertise qui est rare, et c'est là que ta valeur sur le marché augmente. Parce que tout est une question, encore une fois, de rapport de force. Donc plutôt que de subir la crise qu'il y a en France, plutôt que de subir la mondialisation, plutôt que de subir ces concurrences, plutôt que de subir des discriminations qui ne vont faire que s'intensifier, barre-toi, forme-toi, développe des compétences rares et, comme je l'ai dit en introduction, ne reste pas tétanisé dans les phares. Ciao.